$40. C'est ce que cela a coûté à l'Iran pour détruire une attaque de 34 millions de dollars. Pas 40 millions, pas 40 000, $40. Le prix d'un souper pour deux à Washington DC. Et lorsque ce chiffre est arrivé sur les bureaux des analystes du Pentagone la semaine dernière, la salle est devenue silencieuse. Parce que ce chiffre ne représente pas seulement un engagement militaire. Il représente le moment où toute une doctrine de guerre est devenue économiquement obsolète du jour au lendemain. Dans la nuit du 14 mai 2026, quelque chose s'est produit dans le ciel du centre de l'Iran, quelque chose que la plupart des grands médias ont soit mal compris, soit délibérément évité d'expliquer en entier. 67 véhicules aériens sans pilote sont entrés dans l'espace aérien iranien depuis l'ouest. Ils avançaient en formation d'essaim, distribués à des altitudes conçues pour confondre et submerger les systèmes de missiles traditionnels guidés par radar. La logique derrière l'attaque était solide, du moins selon les standards de la guerre moderne par drone. Vous saturez la défense. Vous forcez le défenseur à épuiser des missiles intercepteurs coûteux pour poursuivre des drones bon marché. Vous gagnez la bataille du rapport coût, échange, même si la moitié de vos drones sont abattus. C'est la même stratégie que l'Ukraine a utilisée contre les défenses aériennes russes. C'est le même manuel que les Houthis ont appliqué contre les batteries Patriot saoudiennes pendant 3 ans. Ça fonctionne. Ça a fonctionné chaque fois que cette approche a été sérieusement tentée, jusqu'au 14 mai. À 23h23, heure de Téhéran, les commandants de la défense aérienne iranienne ont activé un système dont la plupart des agences de renseignement occidentales ne croyaient pas qu'il existait sous une forme prête au combat ou dont elles sous-estimaient gravement les capacités. Ce qui a suivi au cours des 9 minutes suivantes n'était pas une bataille aérienne au sens traditionnel, aucun missile intercepteur ne filait vers le ciel. Aucun avion de chasse ne décollait en urgence. Aucune explosion de charge cinétique n'a été observée. Ce que les témoins au sol ont rapporté, ce sont des éclairs lumineux dans le ciel nocturne, décrits à répétition comme des éclairs centenaires. Des drones prenaient feu en plein vol, se désintégraient et faisaient pleuvoir des débris sur un rayon de 15 km. À 23h32, c'était terminé, 67 drones détruits, 0 missile tiré, 0 avion lancé. Le coût électrique de l'opération en Iran, au tarif industriel de l'énergie, était d'environ 40 à 60 $ américains. La force attaquante a perdu entre 13 millions et 34 millions de dollars en matériel, sans compter le renseignement, la logistique et la coordination opérationnelle nécessaires pour déployer 67 systèmes sans pilote dans l'espace aérien irakien sans être détectés. Réfléchissez à ce que cette asymétrie signifie, non pas comme un simple chiffre, mais comme un principe, comme une réalité stratégique à laquelle tous les planificateurs militaires de la planète se sont réveillés le matin du 15 mai. L'économie de la guerre aérienne n'a pas simplement changé, elle s'est inversée. Le système que l'Iran a activé cette nuit-là serait désigné sous le nom de Shahab Saqib. Ce nom se traduit approximativement par étoile perçante. Selon des sources de défense iraniennes et des reportages confirmés par la suite par des publications régionales spécialisées en défense, le système est en développement actif depuis 2010 à 9. Il utilise un réseau laser à semi-conducteur fonctionnant à 150 kW, conçu pour engager simultanément plusieurs cibles à des portées allant jusqu'à 4 km. Pour donner un ordre de comparaison, le système d'armes laser de la marine américaine, déployé à bord de destroyers depuis 2014, fonctionne à 30 kW. Le système israélien Iron Beam, qui est toujours en phase d'essai et qui n'a pas encore été éprouvé au combat, est estimé à environ 100 kW. L'Iran revendique une capacité opérationnelle de 150 kW éprouvée au combat. L'importance de cette puissance nominale n'est pas théorique. L'énergie nécessaire pour neutraliser ou détruire une cible aérienne varie selon la distance et les conditions atmosphériques. Un système fonctionnant à 150 kW peut engager plusieurs cibles à des distances tactiquement pertinentes et dans des conditions qui dégraderaient des systèmes moins puissants. C'est pas une affirmation de laboratoire. C'est une capacité démontrée en combat réel contre une attaque réelle.
Le ministre iranien de la Défense, le brigadier général Mohammad Reza Ashtiani, a déclaré publiquement le 15 mai que le système Shahab-Saqib était déployé à des emplacements stratégiques à travers l'Iran depuis avril 2026. En recoupant cette déclaration avec des images satellites en source ouverte, analysées par plusieurs centres de recherche indépendants, on observe des infrastructures compatibles avec des installations d'armes à énergie dirigées sur au moins 12 sites. 12 sites positionnés autour d'installations nucléaires, de bases militaires et d'infrastructures critiques. Maintenant, il faut comprendre ce qu'est réellement une arme à énergie dirigée et pourquoi elle change tout. Un système à énergie dirigé utilise une énergie électromagnétique concentrée, dans ce cas-ci un laser à haute énergie, plutôt que des projectiles cinétiques pour détruire des cibles. La différence essentielle avec une batterie de missile n'est pas seulement le coup par tir, c'est la nature fondamentale du système. Une batterie de missile à un magasin, elle possède un nombre fini d'intercepteurs, vous pouvez l'épuiser, vous pouvez compter les rechargements, vous pouvez synchroniser votre attaque autour de son cycle de recharge. Tout planificateur militaire ayant déjà conçu un ensemble de frappes contre une cible défendue par missile a fait ce calcul. Combien d'intercepteurs possède-t-il? À quelle vitesse peuvent-ils recharger? Combien de pistes simultanées le radar peut-il gérer? Vous concevez votre attaque pour dépasser ses limites. Un système laser n'a pas de magasin au sens traditionnel. Sa limite, c'est l'alimentation électrique et la gestion thermique. Tant qu'il dispose d'électricité et de refroidissement, il peut tirer de nouveau instantanément. Un système capable d'engager simultanément des dizaines de drones, de tous les détruire, puis d'être prêt à engager la vague suivante en quelques secondes, n'est pas simplement une capacité de défense aérienne améliorée. C'est une catégorie de systèmes fondamentalement différente. Les tactiques conçues pour vaincre les défenses aériennes fondées sur les missiles ne s'appliquent pas à lui. La stratégie de l'essaim échoue, non pas parce que les essaims sont moins efficaces, mais parce que ce que vous tentiez d'épuiser ne peut pas être épuisé de cette manière. C'est pourquoi le moment choisi pour l'attaque du 14 mécompte autant que l'attaque elle-même. Le 9 mai, 5 jours avant le lancement de l'ESM, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a rencontré le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, à Washington. Le communiqué conjoint faisait référence à la coopération en matière de sécurité régionale et aux préoccupations communes concernant les activités déstabilisatrices de l'Iran. Un langage diplomatique standard, mais le compte-rendu israélien de la rencontre, rapporté par The Jerusalem Post, contenait une formule qui devient très significative avec le recul. Gallant a spécifiquement parlé de fenêtres d'opportunité qui pourraient se refermer. Cette expression, dans un contexte militaire et de renseignement, a un sens précis. Elle désigne des cibles ou des conditions qui sont vulnérables maintenant, mais qui ne le resteront pas indéfiniment. Une capacité défensive qui n'est pas encore pleinement déployée, une infrastructure qui peut être frappée avant d'être entièrement durcie, un système dans les dernières étapes de son déploiement qui, une fois distribué, ne peut plus être détruit d'un seul coup. Si les renseignements israéliens et américains savaient que l'Iran était à quelques semaines de disposer d'un réseau d'armes à énergie dirigée prêt au combat et géographiquement distribué, alors la fenêtre pour le tester, le sonder, ou idéalement l'attraper avant qu'il ne soit pleinement opérationnel, était en train de se refermer. L'attaque du 14 mai paraît très différente sous cet angle. On n'envoie pas 67 petits drones contre Natanz si l'objectif est de détruire Natanz. Si tel était l'objectif, on enverrait des missiles de croisière. On enverrait des missiles balistiques dotés de gyves de précision. On enverrait des munitions pénétrantes conçues précisément pour atteindre des installations souterraines durcies. 67 munitions rôdeuses et drones de reconnaissance contre l'un des sites les plus lourdement défendus d'Iran, c'est pas une frappe, c'est une sonde. C'est un test délibéré de ce que l'Iran possède, de la vitesse à laquelle il répond et de l'exactitude des renseignements sur le système Shahab-Saqib. La réponse aux 3 questions est revenue de manière définitive. L'Iran le possède. Il répond en quelques secondes. Et les renseignements, quoi qu'ils disaient, avaient sous-estimé ceux qui attendaient
Ce qui rend ce moment stratégiquement important au-delà du résultat tactique, c'est le contexte dans lequel il s'est produit. Les États-Unis développent des armes à énergie dirigées depuis des décennies. L'Office of Naval Research, la Defense Advanced Research Projects Agency et la Missile Defense Agency ont tous des programmes actifs. Des systèmes laser ont été testés à bord de navires de la marine américaine. Des prototypes de lasers aéroportés ont été évalués par l'armée de l'air. Le Congrès a affecté des milliards à ces programmes au fil de plusieurs cycles budgétaires. Et en date de mai 2026, les États-Unis ne disposent pas d'un système terrestre d'armes à énergie dirigée avec des interceptions confirmées au combat contre une attaque massive de drones. L'Iron Beam israélien demeure en développement. Les programmes européens existent au stade du prototype. L'Iran fonctionne sous le régime de sanctions le plus complet jamais appliqué à un pays dans l'histoire moderne. Son budget de défense représente une fraction de ce que les États-Unis consacrent à la seule recherche sur l'énergie dirigée. Et pourtant, l'Iran vient maintenant de démontrer un système opérationnel. Ce n'est pas un point de propagande. C'est un point de données sur ce qui devient possible lorsque la nécessité stratégique impose des priorités. Quand vous ne pouvez pas importer d'avions de chasse avancés, quand vous ne pouvez pas acheter de batteries de missiles Patriot, quand toute votre posture de défense dépend de la dissuasion d'un adversaire qui possède une supériorité conventionnelle écrasante, vous investissez dans des capacités asymétriques qui changent le calcul des coûts pour tout attaquant potentiel. Des drones, des missiles balistiques de précision, le durcissement souterrain, les opérations cybernétiques, et apparemment des armes à énergie dirigée. Selon une analyse de l'International Institute for Strategic Studies, l'Iran canalise des ressources vers la recherche sur les armes laser depuis au moins 2006. Ces bases techniques ont été construites en partie sur la recherche nationale et presque certainement complétées par des transferts de connaissances provenant de la Chine et de la Russie. Ces deux pays ont démontré des capacités avancées d'armes à énergie dirigées lors d'expositions de défense et dans des environnements d'essai. La technologie en cause n'est pas mystérieuse. C'est de la physique appliquée et de l'ingénierie de précision. Ce que l'Iran a fait, c'est décider plus tôt et avec plus d'engagement que ce que les analystes occidentaux lui attribuaient, que c'était la capacité qui valait la peine d'être construite. Maintenant, c'est ici que le tableau stratégique devient réellement inconfortable pour Washington et Jérusalem. Pendant des années, les ensembles de frappe contre les installations nucléaires iraniennes ont été construits autour d'hypothèses précises concernant l'environnement défensif, des systèmes S-300 fournis par la Russie, avec des fréquences radar connues et des vulnérabilités connues, des moyens vieillissants de l'armée de l'air iranienne qui représentent une menace minimale pour les avions furtifs modernes, des environnements de guerre électronique qui peuvent être neutralisés. L'hypothèse fondamentale derrière tous ces plans était simple. Si vous saturez les défenses aériennes iraniennes avec suffisamment de menaces simultanées, un pourcentage suffisant passera pour causer les dommages requis. Cette hypothèse exigeait que les défenses iraniennes aient un plafond, un nombre maximal de pistes simultanées que le radar pouvait gérer, un nombre maximal d'intercepteurs pouvant être tirés avant le rechargement, une cadence maximale d'engagement. Le système Shahab-Saqib n'a pas ses plafonds de la même manière. Le volume n'est pas une solution contre une arme à énergie dirigée. Le volume est précisément le cas d'usage pour lequel elle a été conçue. Plus vous envoyez de cibles, plus elle fonctionne efficacement par rapport à votre coût. Envoyer 500 drones au lieu de 67 ne défait pas une batterie laser. Cela vous coûte simplement plus cher. C'est pourquoi le silence parmi les planificateurs du Pentagone, dans les jours qui ont suivi le 14, mais n'était pas le silence de l'indifférence. C'était le silence de gens qui révisaient leurs hypothèses. Le président Trump, s'exprimant lors d'un rassemblement en Ohio, le 16 mai, a déclaré que l'Iran joue à un jeu très dangereux et que nous verrons comment les choses se dérouleront. Ce n'est pas le langage d'un dirigeant qui possède une option militaire claire et la confiance nécessaire pour l'utiliser.
C'est le langage de quelqu'un à qui des conseillers militaires ont expliqué que la situation est plus compliquée qu'elle ne le paraissait il y a un mois. Le secrétaire d'État Marco Rubio travaille entre-temps à construire une coalition de pression diplomatique et économique en intégrant l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte dans une campagne coordonnée de sanctions et d'isolement. Le problème de cette stratégie est structurel. L'Arabie Saoudite est actuellement engagée dans une normalisation diplomatique avec l'Iran, négociée par la Chine. Les Émirats Arabes Unis ont rétabli leurs relations officielles avec Téhéran en 2023 et entretiennent de profondes interdépendances économiques avec les réseaux commerciaux iraniens. L'Égypte gère sa propre crise économique et est absorbée par les retombées politiques de la situation à Gaza. Aucun de ces États ne veut une guerre régionale plus large. Aucun d'eux n'est prêt à se positionner comme la ligne avancée d'une campagne militaire contre un pays qui vient de démontrer qu'il peut neutraliser des essaim de drones au coût de l'électricité. Il y a ici un schéma qui dépasse la dynamique immédiate entre l'Iran et Israël, et pour le comprendre, il faut prendre du recul par rapport au récit tactique. Il y a un parallèle dans l'histoire ancienne auquel je reviens constamment lorsque j'observe la configuration régionale actuelle. La guerre du Péloponnèse a consumé Athènes et Sparte pendant 27 ans. Deux puissances dominantes, toutes deux convaincues de leur propre logique stratégique, toutes deux convaincues que l'autre finirait par reculer. Les deux se sont épuisés dans le processus et la puissance qui a le plus profité de ce conflit a été la Perse. Elle est restée largement à l'écart des combats directs, a joué diplomatiquement sur les deux tableaux, a attendu que les Grecs s'épuisent, et en est sorti avec une influence considérablement accrue sur le monde grec, sans gagner une seule grande bataille terrestre. Le parallèle avec le Moyen-Orient actuel est inconfortable par sa précision. Les États-Unis ont dépensé plus de 2 décennies et plusieurs billions de dollars dans des opérations militaires en Irak, en Afghanistan, en Syrie et dans la région élargie. Israël a mené des conflits répétés contre le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique palestinien, et a conduit une guerre de l'ombre soutenue contre les actifs iraniens du Liban à la Syrie jusqu'à l'Irak. L'Iran a beaucoup dépensé dans les réseaux de mandataires, le développement de missiles et maintenant les armes à énergie dirigée. Et la puissance qui a discrètement accumulé une influence stratégique tout au long de cette période, en négociant des accords de normalisation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, en construisant des infrastructures dans toute la région par l'initiative La Ceinture et la Route, en achetant du pétrole iranien à prix réduit pendant que les sanctions occidentales étranglent Téhéran, en bâtissant simultanément des relations commerciales avec chaque État de la région, c'est la Chine. La Chine n'a pas tiré un seul coup de feu au Moyen-Orient. Elle n'a pas déployé de groupe aéronaval. Elle n'a imposé de sanctions à personne. Elle a simplement été présente, patiente et engagée commercialement pendant que les autres grandes puissances se saignaient dans des confrontations stratégiques. Les États-Unis sont Israël et Sparte, le Moyen-Orient et la Grèce, et la Chine et la Perse, elle attend. La suite des choses s'inscrit dans 3 trajectoires reconnaissables et je veux être direct sur la probabilité que j'assigne à chacune. La première est la désescalade et le recalibrage stratégique. Washington et Jérusalem acceptent que le calcul du risque pour frapper l'infrastructure nucléaire iranienne a matériellement changé. Ils pivotent vers une stratégie de confinement fondée sur la pression diplomatique, les sanctions ciblées et la gestion des alliances régionales. L'Iran, après avoir démontré sa capacité défensive de manière extrêmement publique, se retire de toute provocation supplémentaire et se concentre sur la reprise économique et l'approfondissement de ses relations avec la Chine et la Russie. Cette voie est rationnelle d'un point de vue purement stratégique, mais politiquement presque impossible. Les deux camps ont investi un énorme capital politique dans des postures de force. Les dirigeants à Tel Aviv ne peuvent pas être vus comme acceptant un Iran au seuil nucléaire sans combattre. Les dirigeants à Washington font face à une pression intérieure pour démontrer leur résolution. J'estime la probabilité de cette voie à environ 30%. La deuxième trajectoire est l'escalade par adaptation. Israël et les États-Unis concluent
que le système Shahab-Saqib, bien qu'impressionnant, présente des vulnérabilités. Il développe de nouveaux concepts de frappe impliquant des missiles hypersoniques qui se déplacent plus vite que ce que tout système de suivi laser peut actuellement compenser. Ils peuvent aussi développer des dispositifs de guerre électronique visant les capteurs de ciblage du laser plutôt que le laser lui-même, ou des cyberopérations préalables à la frappe, conçues pour mettre hors ligne l'alimentation électrique ou les systèmes de refroidissement avant le début de l'attaque. L'Iran, anticipant exactement cette adaptation, accélère le déploiement de systèmes supplémentaires et pourrait mener une frappe préventive contre des actifs avancés américains dans la région pour démontrer que tout adapte